à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler de développement durable en Chine. Et nous avons ici sur notre plateau une professionnelle, Nathalie Bastianelli. Bonjour, vous êtes fondatrice de Bilan Partner, une plateforme, si j'ai bien compris, qui regroupe les entreprises durables. Mais avant de commencer notre discussion, voyons ensemble ce reportage. En 2015, la Chine a décidé de mettre l'accent sur un développement vert, innovant, durable et équilibré. La nouvelle loi sur la prévention et la lutte contre la pollution de l'air est entrée en effet le 1er janvier 2016. Une année 2016 qui marque les débuts du 13e plan quinquennal, dont l'objectif est d'établir une société de moyenne aisance en Chine. La Chine va donc renforcer les efforts de développement durable afin de parvenir à une amélioration globale de la qualité de l'environnement et promouvoir activement les échanges et la coopération internationale dans ce domaine. Sous l'impulsion de cette nouvelle stratégie verte, les entreprises chinoises ont commencé à effectuer de nombreux achats à l'étranger, comme le groupe Beijing Enterprises, qui a racheté la plus grande compagnie allemande de transformation de déchets. Le ministère du Commerce chinois a d'ailleurs appelé les entreprises chinoises investissant à l'étranger à respecter leurs responsabilités sociales dans la protection de l'environnement. Je sais que chaque année, vous organisez le forum bilan. Et pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend par entreprise durable qui est regroupée sous votre forum? Alors, en fait, l'entreprise est au cœur des problématiques du développement durable parce qu'elle utilise des ressources naturelles, des matières premières, elle les transforme et après elle génère des rejets dans l'environnement. Et pour faire fonctionner son organisation, elle emploie des hommes et des femmes. Donc on voit bien comment l'entreprise a un rôle très important. Et nous, ce qu'on considère comme entreprise durable, c'est l'entreprise qui remet l'humain et l'environnement au cœur de son business model. C'est-à-dire comment minimiser ses impacts environnementaux, voire ne plus en avoir, et puis créer du bien-être pour les gens qui travaillent dans son organisation. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement le produit. Non, il y a l'aspect social et sociétal qui est très important parce qu'il y a tout un écosystème et en fait on ne peut pas juste se concentrer sur l'activité de l'entreprise. L'activité de l'entreprise, elle a des impacts tout autour d'elle et notamment sur quand elle est autour de villages, de villes, etc. Et donc il faut vraiment intégrer ces notions de manière assez holistique. Et ici en Chine, vous avez travaillé en Chine pendant longtemps. Quel est l'état de lieu du secteur de développement durable en Chine maintenant? Alors, en Chine, ça bouge beaucoup parce que d'une part, vous avez des enjeux de pollution très importants et le gouvernement a vraiment pris la mesure de cela avec une décision d'aller sur une voie très innovante, c'est-à-dire pousser l'innovation et non plus être l'usine du monde, mais devenir le laboratoire du monde avec une économie beaucoup moins carbonée, ce qui est un challenge dans une croissance au ralenti. Et en plus, vous avez un pays continent. Et on voit bien à quel point maintenant les entreprises, selon les secteurs, parce que vous avez différents profils d'entreprises, vous avez des entreprises d'État, vous avez les entreprises privées, qu'elles soient locales ou internationales. Donc les entreprises qui sont des grosses industries n'ont maintenant pas d'autre choix que de s'adapter à la nouvelle réglementation qui est mise en place dans le pays. Et puis après, vous avez effectivement des entreprises privées qui, soit par vision stratégique, ou par contraintes réglementaires, se sont mis en marche pour justement avoir moins d'impact sur l'environnement et plus de respect par rapport aux gens qu'elle emploie. Et maintenant, dans votre forum, ce sont plutôt les entreprises chinoises ou étrangères? Alors nous, notre objectif, dès lors où nos événements prennent place en Chine, nous voulons qu'il y ait une majorité d'entreprises chinoises. Donc ce qui est intéressant, c'est de montrer les innovations durables chinoises. Donc on essaie toujours d'avoir au minimum 60% d'intervenants qui viennent raconter les histoires d'entreprises très innovantes chinoises. Et on estime que c'est très important aussi d'avoir des entreprises occidentales, internationales, qui puissent montrer le monde en marche dans tous les pays. Et donc aussi ça crée parfois des très bonnes coopérations commerciales, c'est-à-dire qu'il y a des innovations chinoises dont on a besoin dans nos marchés et également des innovations européennes qui sont nécessaires pour améliorer la situation en Chine. Et notre plateforme, on invite des patrons chinois à venir parler en France dans des événements qui font la promotion des solutions durables. Donc on est vraiment un pont, on met en lumière ces pionniers, ces leaders qui ont cette vision durable et on les invite également à venir parler dans mon pays.
Quels sont les pionniers? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Alors oui, je vais prendre des entreprises, par exemple emblématiques comme China Mobile, la plus grosse entreprise de téléphonie mondiale, s'est mis depuis très longtemps sur ce chemin de durabilité. Notamment, ils se sont mis à toutes les normes environnementales internationales, ils les ont intégrées dans leur business model. Il n'y a pas un appel d'offres de China Mobile qui n'intègre pas ces normes et ils ont vraiment travaillé avec l'ensemble de leurs fournisseurs. Donc on voit bien à quel point ils ont compris qu'il fallait intégrer l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Et moi, ce que j'aime aussi par rapport à cette entreprise, c'est qu'elle a pris en considération l'impact social puisqu'elle a mis en place le développement des réseaux dans les zones rurales les plus éloignées pour donner accès, parce qu'on sait à quel point cela peut aider d'avoir accès à la téléphonie mobile. Et donc, selon vous, comment la Chine se positionne-t-elle aujourd'hui sur le développement durable par rapport au reste du monde? Alors, prenons l'exemple du secteur des énergies renouvelables. On va dire que la Chine est championne du monde, parce que c'est le pays qui investit le plus au monde, c'est-à-dire c'est plus de 25% de l'effort mondial. Donc on voit bien à quel point la Chine a pris la mesure de ce nouveau paradigme. Elle a décidé de passer en économie verte. On peut comprendre que la Chine, en tant que pays continent, va prendre un peu de temps à changer de modèle pour aller vers une économie verte et une croissance verte. Mais il y a des moyens absolument colossaux pour justement parvenir à cette situation. Quand on sort du secteur des énergies renouvelables, on voit bien que la réglementation, chaque mois, s'améliore en Chine pour justement essayer de contraindre pour celles qui n'y vont pas et pour encourager les entreprises à aller plus loin. Donc ça a été d'abord la priorité, c'était les entreprises industrielles fortes, très émetteurs de CO2, donc très polluantes. Donc il y a eu énormément de mesures qui ont été prises, ça a été assez incroyable et d'ailleurs très remarqué par les experts internationaux. Et puis vous avez également d'autres lois qui sont qui vont pousser les entreprises privées, qu'elles soient chinoises ou internationales, à aller beaucoup plus loin pour justement participer à avoir une économie plus responsable. Moi, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, et ce qui est intéressant, c'est que la Chine va jusqu'à parler aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on a vu récemment une communication du gouvernement qui encourage les consommateurs chinois à manger moins de viande. Parce que manger de la viande tous les jours, ça a un impact. Puisque c'est une des industries les plus polluantes au monde, l'élevage des bovins. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on voit également sur un autre sujet une loi assez récente qui n'oblige plus les entreprises de cosmétiques ou de produits hygiéniques à faire les tests sur les animaux. Or, jusqu'à très récemment, c'était encore obligatoire. Donc on voit bien que sur plein de plans différents, l'avancée est en marche. Donc, comment voyez-vous le rôle qui est réparti entre le gouvernement et les entreprises privées? Alors, le gouvernement a vraiment cette vision qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer sur une croissance moins carbonée et il faut vraiment, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des gros défis de pollution, que ce soit la pollution de l'air, de l'eau ou alimentaire. Donc, elle a vraiment mis en place de la réglementation qui vont justement aider les entreprises à aller sur un rôle plus responsable. Et puis après, vous avez les entreprises elles-mêmes qui ont cette vision stratégique que de toute façon, il n'y a pas le choix. Parce que les consommateurs, dès lors que vous avez un pouvoir d'achat qui augmente en Chine, l'exigence des consommateurs va être plus élevée. Donc elles veulent plus de transparence, elles veulent savoir comment sont produits ce qu'elles achètent. Et donc elles ont une conscience un peu plus forte sur ces sujets. Donc l'entreprise doit s'engager elle-même sur quelque chose de plus responsable. Et vous avez créé en fait ce forum en 2013. Et dès le début, comment avez-vous eu l'idée de cette création de cette Alors forum? moi, avant de travailler et de créer Belong & Partners, je travaillais dans l'industrie du marketing sportif. Donc c'était comment le sport et l'entertainment vient nourrir une plateforme de marque, les entreprises, les sponsors. Et quand je suis rentrée, après 5 ans d'expatriation à Pékin, où je travaillais pour un grand groupe de communication internationale, j'ai collaboré avec le directeur général de mon groupe sur de nouveaux enjeux stratégiques pour les marques qui étaient le développement durable. Et ça m'a passionnée. Et j'avais envie de faire le lien avec mon passé en lien avec la Chine. Et comme toutes les marques internationales regardaient la Chine comme un marché prioritaire,
j'ai voulu utiliser mes expertises métiers, c'est-à-dire comment on fait des événements et du conseil stratégique auprès des marques, mais sur ces nouveaux sujets. C'est comme ça que j'ai décidé de créer cette plateforme de social business sur la promotion des innovations et des marques durables. Donc, pouvez-vous nous expliquer davantage? Au début, je pense, c'est quand même un peu difficile de promouvoir cette idée, non? C'est assez pionnier. Oui, on me dit souvent que que je suis moi-même à ma façon une pionnière pour la promotion de ces pionniers. Effectivement, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai rencontré des entreprises responsables, j'ai rencontré des ONG locales, j'ai rencontré des médias. Et moi, ma compréhension, c'était de dire que tout ne peut pas venir du gouvernement, quelque pays que ce soit. C'est-à-dire que quand on a des problèmes, on fait également partie de la solution. Et j'avais envie de montrer que les entrepreneurs, les consommateurs et les médias, en communiquant sur les solutions innovantes, qui justement apportent des modèles plus respectueux, permettaient d'espérer de changer de modèle. Et donc on est tous acteurs du changement, mais parfois on n'a pas cette conscience-là. Donc j'avais très envie de montrer que chacun de nous avons un rôle à jouer dans la solution à apporter. Et comment avez-vous au début sollicité les entreprises chinoises? Parce que quand même, j'ai vu que ce ne sont pas des entreprises qui sont... Il y a des entreprises comme China Mobile qui est une grande société, mais il y a aussi des sociétés qui ne sont pas assez connues. Et comment avez-vous les trouvées? On a fait beaucoup de recherches avec une petite équipe et puis on a beaucoup de partenariats. Sur quelles normes exactement? Alors nous, en fait, on fait la promotion des gens qui sont en chemin, des entreprises en chemin. Donc on n'est pas dans une posture de jugement. On va regarder principalement la solution. On ne communique que sur les solutions. Donc on n'est pas là pour se dire ils font pas assez ou ils font pas assez bien. Dès lors où une entreprise a une initiative et s'est mise en chemin, on trouve que ça vaut la peine de les montrer. Parce que nous, notre objectif, c'est de convaincre par l'exemple. Donc notre approche, elle est très pragmatique. Et après, pour trouver ces entreprises chinoises, alors grâce à Internet d'une part, et grâce aux réseaux avec lesquels on travaille, on a monté énormément de coopérations en Chine, on a énormément de partenaires. Et puis ce qui est formidable depuis l'année dernière, c'est qu'on a également des réseaux de jeunes Chinois qui aiment beaucoup notre initiative et qui sont formidables. Ils ont cette vision du monde de demain et qui nous soutiennent et nous aident également à identifier des entreprises locales qui sont très innovantes. Qui sont les jeunes? Vous avez des réseaux comme CWCAN, qui est un réseau de jeunes Chinois qui travaillent avec plus de 500 universités en Chine. Ce sont plutôt les universitaires. Alors là, c'est effectivement un réseau qui est plutôt qui travaille avec les étudiants. Après, vous avez un autre réseau qui est basé à Canton, qui s'appelle Bottle Dream, qui a été créé par un blogueur, un changemaker. Il a décidé de faire le tour du monde et de filmer toutes les innovations durables qu'il rencontrait. Il en a fait un film et il l'a montré en Chine. Donc, il est assez formidable. Et devant le succès de son blog, il en a fait un média. Et donc maintenant, il a jusqu'à 100 000 followers sur son WeChat et il est notre partenaire. Donc justement, on coopère ensemble et quand nous, on a des intervenants qui sont très intéressants, on les partage et lui de même, il partage ces informations. Donc on a beaucoup de coopération comme ça en Chine, ce qui est assez formidable. Mais comme vous avez dit que vous êtes un peu le témoin des innovations assez passionnantes au point de vue de développement durable. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Je pense pour les téléspectateurs, c'est intéressant d'avoir quelques exemples concrets. Bien sûr. Je vais vous donner l'exemple d'une entreprise qui non seulement est venue parler dans le Bilong Forum à Pékin l'année dernière, mais qu'on a également invité à parler en France. C'est l'entreprise Yinchuang. Son président est M. Ma Yire. Et lui, il a inventé une imprimante 3D qui imprime des maisons en 24 heures. Donc comment imprimer des maisons en 24 heures avec de l'imprimante 3D? Ce qui est intéressant dans son innovation, qui est juste extraordinaire, c'est qu'il y a un impact environnemental parce qu'il utilise des déchets de chantier, il les filtre pour que justement tous les composants de la maison
respecte et minimise l'impact environnemental. Donc il prend des matières secondaires et pas des matières premières. Et il y a un impact sociétal très intéressant puisque les maisons qu'il fabrique sont en général 60% moins chères que dans la construction habituelle. Donc ça, c'est un exemple. Je vais vous donner un exemple qui vient de Taïwan, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire c'est une entreprise pionnière qui fait du papier de pierre. Donc il ne fabrique plus du papier avec des arbres, mais pareil, il utilise des déchets de chantier et il a inventé une innovation absolument incroyable qui s'appelle Paperstone. Donc c'est du papier fait avec des pierres. Nous n'avons plus besoin de couper les arbres pour fabriquer du papier. Donc ça, pour moi, c'est une innovation absolument incroyable. Et vous avez, je vais en citer une dernière, vous avez maintenant une entreprise qui vient d'Espagne qui fabrique du cuir avec de la peau d'ananas. Voilà, donc on est toujours émerveillé par ces gens qui innovent de manière incroyable et les entreprises l'ont bien compris puisque maintenant vous avez des grandes entreprises qui sont elles-mêmes incubateurs de start-up parce qu'elles ont compris que la jeune génération fourmille d'idées, fourmille d'innovations et ça les aide à justement avoir des modèles très intéressants et des idées auxquelles elles n'auraient pas pensé. Mais pensez-vous que ce sont des idées qui pourront éventuellement un jour être, par exemple, les papiers en pierre? Pensez-vous que cela pourrait un jour être produit à grande échelle? C'est déjà commercialisé en Chine, c'est-à-dire cette entreprise de Taïwan a des accords avec des imprimeurs chinois et commercialise son innovation. Donc c'est déjà, vous pouvez d'ores et déjà aller vous fournir dans des imprimeries chinoises avec du papier de pierre. C'est plus cher, je pense. Alors, vous savez, quand on lance une innovation, au départ, dès lors où ce n'est pas à grande échelle, effectivement, il y a un coût qui est un petit peu plus élevé, mais plus ça va être répandu, plus ça va être commercialisé, effectivement, plus ce sera à un prix très accessible. Donc vous êtes plutôt optimiste pour ces startups qui ont des idées innovantes? Oui, moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste et j'ai très envie de les voir effectivement prendre toute leur place. Pour vous, quels sont les enjeux pour ces entreprises, pour ces startups aujourd'hui dans le secteur de développement durable? Alors je pense qu'on a 4 enjeux majeurs. D'une part, fabriquer des produits éco-conçus et innovants. Ça, c'est un des premiers enjeux. Le deuxième enjeu, c'est justement d'avoir une offre différente avec un business model plus responsable. Et on voit bien, il y a plein de secteurs qui sont très bousculés par l'émergence de plein d'innovations. Je vais vous citer l'exemple du secteur hôtelier qui est en train de comprendre qu'on ne pourra plus commercialiser des chambres de manière conservatrice. Vous avez des plateformes collaboratives comme Airbnb, et vous avez également le Airbnb local, qui justement viennent bousculer ces secteurs. Donc là, il va vraiment falloir adapter son offre produit et également le business model. Après, un des troisièmes enjeux, c'est évidemment minimiser son impact sur l'environnement, voire même le rendre négatif, ne plus avoir d'impact sur l'environnement, et des entreprises y arrivent. Et puis développer une communication et un marketing responsable. Donc, qu'est-ce qu'on entend par communication? C'est-à-dire avoir plus de transparence sur les produits que vous fabriquez. Il y a des entreprises qui sont en train maintenant de développer l'étiquetage environnemental. Donc quand vous achèterez un produit, vous saurez l'impact environnemental de ce produit. Et l'objectif est vraiment de démontrer que pour un grand nombre de produits, tout est en économie circulaire, c'est-à-dire que vous n'avez plus de déchets. Et les déchets deviennent des matières secondaires ou des matières tertiaires pour de nouveau refabriquer des produits. Alors, pour vous, dans les forums où vous avez déjà eu quelques éditions, quels étaient les résultats de ces forums précédents? Alors, ce qui était intéressant, c'est d'abord la connexion au niveau des réseaux. C'est-à-dire que les gens apprennent à se connaître et que ça puisse développer sur des coopérations internationales. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois dans nos forums, on veut être tourné vers l'action. C'est-à-dire on veut avoir une action concrète qui réponde à une problématique locale. Je vous donne l'exemple de l'année dernière. On a fait une session d'intelligence collective qui est assez innovant dans les forums en Chine. Et donc, on a demandé à l'ensemble des participants à participer à cette session. Et pendant 2 heures, on a réfléchi comment on pouvait apporter des solutions à une marque locale chinoise qui est pionnière dans son pays. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui a été créée par une dirigeante de Shanghai qui s'appelle Eco & More, qui fabrique des produits 100% naturels
mais qui a du mal à inspirer confiance vis-à-vis des consommateurs chinois. Les Chinois maintenant se méfient un peu des marques locales. Et comme c'est une marque pionnière, moi je lui ai proposé en disant, ben voilà, tous nos participants vont essayer de t'aider. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme contenu de communication et de positionnement pour créer la confiance avec le consommateur. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le dernier point, nos événements sont filmés en live stream. Et donc l'idée, c'est que si vous ne pouvez pas participer physiquement, vous pouvez suivre les sessions derrière votre ordinateur ou avec votre smartphone. Et notre objectif, c'est vraiment d'arriver à convaincre par l'exemple qu'un monde est en marche, que ce monde de demain, il sera responsable, qu'on n'a pas vraiment le choix. On est en train d'épuiser nos ressources naturelles de manière assez dramatique. Et puis, ouvrir une conscience sur le fait qu'on est tous porteurs de la solution. Donc, quand on change notre mode de consommation et on devient un consommateur plus responsable, nous sommes un acteur du changement. Je suis curieuse de savoir d'où vient votre financement pour toutes ces actions. Alors, on a eu la chance d'être soutenu par une fondation de philanthropie belgo-suisse, la fondation Lunt, qui soutient toute initiative qui peut avoir de l'impact pour la promotion d'une économie et d'une société plus durable. Donc ça a été une très grande chance d'avoir leur soutien. Le deuxième point pour cofinancer, j'ai mis des fonds personnels en investissement pour me dire, voilà, j'aime ce projet, je redonne du sens à ma vie professionnelle. Donc j'ai moi-même investi une partie. Et puis après, l'entrée du forum en lui-même est payante pour le monde de l'entreprise, sachant qu'on invite aussi des étudiants et qu'on invite aussi des ONG pour nous aider à justement financer les speakers qu'on invite, qu'ils soient chinois ou internationaux. Et puis aussi parce que vous avez des déjeuners, des dîners, on a beaucoup de... Notre approche est très innovante parce qu'on invite des artistes à prendre part à nos événements. Parce que les artistes, l'approche culturelle est très importante du sujet. On ne peut pas être juste sur un contenu économique. Je crois que le changement peut arriver dans ce monde si il y a un changement à l'intérieur de soi. Et donc, nous, notre objectif, c'est de connecter les gens au cœur et pas au cerveau. Parce que si vous êtes juste dans le mental, je ne suis pas sûre qu'on va arriver à changer de modèle. Mais si on se reconnecte à nous-mêmes, je suis assez optimiste que le changement arrive dans les années à venir. Vous avez tout à fait raison. L'art est toujours très inspirant pour les humains. Alors, quels sont les prioritaires du forum pour cette année? Alors, notre thématique prioritaire cette année est sur l'innovation durable. Alors, l'innovation est un mot-clé en Chine et on voit bien à quel point c'est devenu une priorité du gouvernement justement pour cette montée en gamme. Et donc, on a voulu montrer l'innovation durable, mais pas seulement l'innovation technologique, aussi l'innovation sociétale, l'innovation sociale. Prenons un exemple, vous avez un grand groupe d'immobilier chinois que j'ai visité hier et qui m'a montré un espace de coworking le plus gros en Chine, 30 000 mètres carrés pour les startups, dédié aux startups. Et donc je trouve ça absolument incroyable. Donc on voit bien comment un monde est en marche. Donc nous, notre objectif, c'est de montrer toutes ces innovations, qu'elles soient chinoises ou internationales. Et comment voyez-vous l'avenir du secteur de développement durable en Chine? Moi, je crois que la Chine, sur plein de sujets, quand elle s'engage sur une transformation, ça peut aller très très vite. Donc je crois la Chine a montré énormément d'engagement récemment, ces derniers mois, sur sa volonté d'arriver avec une croissance verte. Et je pense que ce pays va continuer de donner un exemple à un grand nombre de pays sur sa volonté de passer sur un autre modèle. Et aujourd'hui dans le monde, quelles sont les grandes tendances dans ce secteur aujourd'hui? Alors, ce qui est très intéressant, c'est l'apparition de ces nouveaux modèles économiques. J'ai parlé tout à l'heure de l'économie collaborative, comme vous avez avec l'entreprise chinoise Didi ou Uber pour l'international. On voit bien comment ces économies collaboratives se sont développées à vitesse grand V. Les espaces de coworking, il y a 2 ans, étaient inexistants en Chine. Maintenant, vous en avez dans toutes les grandes villes chinoises pour justement aider à la promotion de ces startups. Vous avez l'économie de fonctionnalité.
C'est-à-dire vous avez des entreprises avant qui vendaient des produits et qui maintenant ont compris qu'il valait plutôt vendre le service de ces produits. C'est-à-dire on loue le produit, mais on n'est plus dans la propriété. Et ce qui permet aux entreprises d'entretenir ces produits et d'avoir moins d'impact environnemental. Donc tous ces nouveaux modèles qui émergent sont absolument sont très intéressants et on voit bien que c'est en train de bousculer beaucoup l'économie traditionnelle. Donc à l'avenir, on est en face vraiment d'une économie nouvelle, du modèle économique nouvel. Oui, et moi je pense qu'il y a deux raisons majeures. La jeune génération, qui est très intéressée par tous ces sujets et qui a très envie que cette économie soit plus responsable, parce que c'est la seule génération dans l'histoire de l'humanité qui vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire le changement climatique et les défis de pollution, et puis les réseaux sociaux qui permettent d'avoir une information absolument incroyable sur ces innovations, qui en fait la promotion et qui permet de développer de nouvelles sociétés qui arrivent à se connecter très facilement. Et vous avez mentionné la communication est vraiment un point clé. Et pour résumer, quels sont maintenant les moyens les plus efficaces de la communication pour ces entreprises, les réseaux sociaux? Ah oui. Oui, je pense fondamentalement les réseaux sociaux. Vous avez même des marques de luxe pour des marchés comme la Chine, où vous avez énormément maintenant de consommation digitale, qui considèrent qu'il est absolument essentiel de communiquer sur les réseaux sociaux. Et puis les réseaux sociaux permettent de poser beaucoup de questions et imposent un peu aux entreprises d'avoir plus de transparence. Je pense qu'on est quand même, la maturité sur ces sujets n'est pas encore très grande, mais on voit bien comment les entreprises le considèrent de manière très importante. Et moi, je suis convaincue que les lois vont continuer à arriver sur ces sujets en Chine, ce qui va absolument contraindre les entreprises qui ne sont pas en chemin sur ces sujets à s'y mettre. On a des études de prospective qui annoncent les tendances de demain. Donc c'est des études de prospective qui annoncent d'ici 20-30 ans ce que seront les tendances. Et quels que soient les continents, ces études annoncent maintenant qu'avant 25 ans, les marques non durables auront disparu. Donc c'est une grande tendance pour les consommateurs eux-mêmes. C'est-à-dire l'exigence des consommateurs va devenir de plus en plus importante. Ça va devenir le clé de la consommation selon vous? Moi j'espère. Et pour les entreprises que vous avez mentionnées tout à l'heure, que vous avez organisé une réunion pour discuter le contenu de la communication pour cette marque chinoise. Oui. À la fin, quel genre de propositions avez-vous donné à cette entreprise? Comme c'est une marque qui a énormément de certifications internationales, puisqu'elle fait tester ses produits en Chine et par des laboratoires internationaux, c'était de communiquer beaucoup plus sur tous les certificats qu'elle a qui valident justement que ces produits sont 100% naturels. Donc être dans une communication beaucoup plus transparente avec le consommateur, que dans ses magasins, elle affiche ces informations, parce que ça va absolument rassurer. C'est une marque chinoise qui est la seule marque chinoise à avoir la certification PETA, c'est-à-dire cette certification PETA, qui est un certificat international, protège la condition animale. Elle a refusé de faire les tests animaux pendant 4 ans. Elle a travaillé avec cette organisation de manière assez poussée. Et typiquement, c'est assez incroyable de voir qu'une PME chinoise avait cette vision assez pionnière de comment elle pouvait développer ses produits. Donc nous, l'idée, c'est de justement partager tous les certificats qu'elle a reçus, que ce soit au niveau national ou international. Et elle a eu énormément de récompenses, c'est-à-dire qu'elle a été identifiée comme une des marques les plus innovantes en Chine. Et donc de pouvoir communiquer beaucoup plus sur ces sujets, parce que ça va rassurer le consommateur. Alors, je vous remercie, Madame Nathalie Bastianelli, d'avoir participé à notre émission et partagé votre expérience très passionnante et très intéressante avec nos téléspectateurs. Merci de votre invitation. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.